cet épisode, je vais vous parler de quel budget ou salaire il faut prévoir pour vivre en Chine. Sous-entendu un couple avec un enfant. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 46 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCCCV, n'oubliez pas le hashtag, n'hésitez pas quand vous communiquez sur Twitter ou bien sur YouTube, etc. pour rechercher les épisodes, mettez le hashtag LCCCV, il est vraiment très spécifique et personne d'autre ne l'utilise, ça permet de retrouver très rapidement les tweets ou les vidéos sur YouTube ou bien alors les trucs en rapport par exemple sur Instagram, etc. Alors, aujourd'hui je suis fatigué mais c'est pas grave, on va faire encore un podcast. Aujourd'hui j'ai une question de Sébastien, c'est pas la première question de Sébastien d'ailleurs, qui me dit bonjour et bonne année Cédric ainsi qu'à ta petite famille, saurais-tu quel budget salaire il faut prévoir pour vivre en Chine pour un couple avec un enfant? J'ai entendu dire que les frais de scolarité et d'assurance pouvaient être assez élevés. C'est bien, ça donne des éléments de précision pour la réponse. Quels sont les métiers que l'on peut exercer avec un petit niveau de mandarin et du coup, quelles pourraient être les villes à privilégier? Merci pour tes réponses, Sébastien. Alors bon, on va prendre les trucs dans l'ordre. Quel budget salaire faut-il prévoir pour vivre en Chine pour un couple avec un enfant? Là, encore une fois, c'est relatif, ça va dépendre de vous en fonction effectivement de votre volonté d'être plus ou moins occidentalisé. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que vous voulez absolument manger du camembert? Est-ce que vous voulez absolument avoir je sais pas moi, du lait Lactel pour le petit déjeuner pour les enfants? Là aussi c'est très important parce que on n'a pas forcément confiance dans les produits chinois avec les scandales qu'il y a pu avoir. En l'occurrence, moi j'essaie de pas prendre de trop de risques, vraiment. C'est peut-être de la paranoïa, peut-être d'ailleurs. Mais je préfère acheter du lait Lactel à Carrefour, à Guyang, qui me coûte relativement cher au litre par rapport au lait en France, bien évidemment, mais qui reste encore raisonnable quand on sait que effectivement on a des enfants et des adultes aussi qui meurent en mangeant des produits chinois parfois de temps en temps. On en a d'ailleurs assez régulièrement des scandales alimentaires et c'est assez gênant. Encore pour moi en tant qu'adulte, j'ai pas peur d'être malade, j'ai un petit peu moins peur de mourir d'ailleurs aussi que si je perdais mon fils ou ma fille, ça me ferait vraiment mal au cœur. C'est un petit peu glauque, mais c'est comme ça que je le vois donc dans le quotidien et ça va influencer beaucoup sur le budget. C'est pareil quand vous avez un petit enfant. Est-ce que vous allez prendre des couches chinoises, du lait maternisé chinois? Alors là, on a eu des gros scandales aussi avec beaucoup de nourrissons qui sont morts en 2010. Ou est-ce que, vous allez encore une fois opter pour de l'import, de vous faire envoyer du lait en poudre, du lait maternisé de France, et acheter des couches Pampers, là pourquoi pas à Carrefour, qui sont de meilleure qualité que les couches de marque chinoise, bien évidemment. Et par contre, on remarque que les couches Pampers de Chine sont moins bonnes. Alors bon, je vous parle de couches parce que moi je suis dans les couches, j'en ai sous les yeux. Donc elles sont moins bonnes en qualité quand même que les couches de Pampers d'Allemagne, de France ou de Hong Kong, de mon expérience, dans ce que j'ai pu voir. Je suis un professionnel des couches, moi, vous voyez. Et mais c'est valable pour tout. Si vous prenez des Marlboro, par exemple, des cigarettes en France, et que vous en prenez en Chine, vous verrez, ça sera pas la même chose. Donc c'est valable pour tout, il y a beaucoup de produits qui sont adaptés pour le marché chinois, et d'ailleurs c'est regrettable parfois. Alors donc, pour revenir sur le truc, quel budget salaire il faut prévoir pour vivre en Chine pour un couple avec un enfant? J'ai envie de dire, ça va dépendre vraiment beaucoup de votre niveau de vie. Voilà. C'est pareil encore une fois, après c'est valable pour tout. Si on n'a pas d'enfant, c'est est-ce que vous voulez boire du vin français pour vos repas? Est-ce que vous voulez manger de la viande et des steaks et puis faire des salades avec une vinaigrette, etc. C'est toutes des choses, c'est tout du quotidien. Ou est-ce que vous allez vous adapter à la vie chinoise, manger chinois et aller faire vos courses au marché? Faire ses courses au marché chinois, pour certains expatriés, c'est impossible, c'est impensable. Surtout pour la viande d'ailleurs, parce qu'ils voient la viande qui est comme ça accrochée devant eux et ils se disent non mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, moi je veux du surgelé. Alors que la viande qui est accrochée devant eux, elle est d'ailleurs peut-être plus fraîche et moins contaminée que la viande surgelée à Carrefour en Chine, si la chaîne du froid a été rompue, etc. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte.
et qui peuvent varier. Encore une fois aussi pour le logement. Est-ce que vous voulez un standing vraiment très moderne, dernier cri, équipé Ikea, ou est-ce que vous vous y ferez dans un style plus traditionnel chinois? Il y en a certains qui vont préférer, il y a beaucoup de gens qui vont préférer, enfin pas beaucoup de gens d'ailleurs, qui vont préférer être dans un truc traditionnel chinois, avec le cachet que ça a, mais un petit peu de confort en moins, c'est un petit peu moins moderne, peut-être moins agréable pour eux à regarder. Et il y en a d'autres qui vont chercher quelque chose qui est équipé en Ikea vraiment. Et ça c'est beaucoup plus rare en Chine. Bon, donc pour le logement, ça peut aussi varier du simple au double en fonction du budget, en fonction donc de l'équipement. Donc le budget peut varier du simple au double. Voilà, je vous avais dit que j'étais fatigué. En fonction donc de la manière dont il est décoré et éclairé et etc. etc. Ensuite, là aussi, on a les frais de scolarité et d'assurance. Ça va varier aussi. Si vous voulez mettre votre enfant effectivement dans une école chinoise, ça sera pas cher du tout. Mais si vous me parlez ici de frais de scolarité, enfin là tu me parles de frais de scolarité, c'est que tu sous-entends peut-être que tu veux le mettre dans une école francophone, ou bien alors qui est au moins liée avec le ministère de l'Éducation nationale en France. Et là effectivement ça va varier donc de 500 à 1000 euros par mois. Et c'est un budget, 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an. Et 1000 euros par mois, enfin ça fait à peu près, parce que bon, je sais pas s'ils comptent les vacances ou pas, je sais plus. Mais moi j'avais regardé une école à Hong Kong, c'était à peu près 12 000 euros qu'il fallait compter. C'était pour 9 mois, mais il y avait des frais en plus. Enfin bon, c'est effectivement élevé en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez une éducation à la française, avec des profs d'origine française qui suivent le programme français avec un double diplôme, etc. Donc dans un truc privé, oui, effectivement, ça va être élevé. Frais d'assurance, les frais d'assurance, je trouve que c'est pas très cher. Par rapport, si on considère qu'on vit en Chine et puis qu'on abandonne, pourquoi pas, la sécurité sociale française, ou, qu'on l'abandonne, on n'en dépend plus d'ailleurs, on n'est même plus à la sécurité sociale française à partir du moment où on quitte la France plus que 6 mois, je crois. Il faut passer soit sur la caisse des Français de l'étranger, soit prendre une assurance internationale, tout simplement. Et là, c'est pas forcément plus cher, par contre. C'est pas forcément plus cher. Moi, je sais que pour mon assurance, je paye à peu près 100 et quelques euros. Alors qu'avant, avant, on dit oui, mais en France, tu payes rien. Si, on paye. On est prélevé sur le salaire. Donc là, ça dépendra, encore une fois, si tu vas exercer un métier en Chine, pour une boîte chinoise ou à ton propre compte ou pour une boîte française, tu n'auras pas forcément les prélèvements sociaux. Donc au final on s'y retrouve pour les frais d'assurance là par contre. Mais les frais de scolarité là c'est certain que ça peut faire mal au budget. Quels sont les métiers que l'on peut exercer avec un petit niveau de mandarin et quelles pourraient être les villes à privilégier? Alors si tu as un petit niveau de mandarin, j'aurais tendance à privilégier les villes où on trouve des communautés anglophones et francophones. Si tu es modeste et que tu as déjà un niveau de mandarin potable, qui peut être amélioré donc de manière exponentielle en étant dans une ville qui n'est pas remplie d'étrangers, donc par exemple un niveau HSK3 au moins ou un niveau HSK4, là par contre, je te déconseille, si tu veux effectivement avoir un métier facilement et plutôt bien gagner ta vie, je te déconseille de rester dans des grandes villes comme ça. Il faut aller dans des plus petites villes. Alors c'est quand même des villes qui font 2-3 fois Paris quand même. Tu peux aller à Chengdu, tu peux aller à Chongqing. D'ailleurs Chongqing c'est peut-être plus que 2-3 fois Paris, c'est peut-être 15 fois Paris en population. Mais où on y trouve beaucoup moins d'étrangers, beaucoup moins d'anglophones ou de francophones. Parce que là tu auras un avantage énorme, tu seras différent par rapport aux autres. À Shanghai, on a 20 000 francophones, on a des dizaines de milliers d'anglophones. Au final, si tu veux chercher un job, il faut te battre et tu trouveras pas forcément quelque chose en disant bon voilà, je suis un Français, je parle un petit peu chinois, et les gens ils vont dire et alors quoi. Au final, on en a plein des gens comme ça, comme toi ici. Tandis que si tu es par exemple à Guyane et tu dis je suis un Français, je parle chinois et je voudrais par exemple bosser dans le domaine du vin, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de etc. Là tu as un avantage énorme parce que des gens comme toi, on en veut, on en recherche, on en voudrait ne serait-ce que pour dire j'ai un Français voilà dans ma boîte qui fait du vin.
T'as des Chinois qui font de l'import de vin depuis la France, mais ils ont pas de Français sur place, et ils rêvent. Moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit, tiens, Cédric, on a un salon du vin à Gouyen, on a un salon de l'alcool à Gouyen tous les ans. Et j'ai des gens à Gouyen qui travaillent dans l'alcool qui m'ont dit, bah tiens Cédric, est-ce que tu pourrais aller sur mon stand? Moi je te paye pour faire ça. Je te paye, et je te paye grassement d'ailleurs, parce que tu es un étranger, tu parles chinois, et ici, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Et sur les autres stands des concurrents, on a des gens qui vont venir de France, par exemple, des vendeurs de vin qui vont venir de France, et d'ailleurs j'en ai qui me contactent de temps en temps, et qui vont présenter leurs trucs et qui parlent chinois. Donc nous on perd, on a besoin, voilà, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et quand les gens ils disent on a besoin de toi, tu sais que tu pourras être payé, donc et trouver un métier plus facilement, tout simplement. Voilà. Donc quels sont les métiers qu'on peut exercer avec un petit niveau de mandarin et quelles pourraient être les villes à privilégier? Ça va vraiment varier en fonction de ça. Si tu as un petit niveau ou un niveau moyen plutôt de mandarin, n'hésite pas à devenir la perle rare. Et bon, bien sûr, ça sera un petit peu plus dur quand tu es à Gouyen et que tu parles un petit peu chinois. Moi, j'avais un HSK4 la première fois que je suis allé à Gouyen, à plus avec le Gouyen-Roi, etc. C'est dur. Il m'a fallu quelques mois, effectivement, pour choper le dialecte local, pour prendre mes habitudes, mes repères dans un endroit où personne parle anglais et où peu de gens dans la rue parlent le mandarin standard, quoi. Quand tu demandes une cuillère au restaurant et que tu leur dis ils disent qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Parce que Shaozi, une cuillère en mandarin standard, eux ils disent pia pia, quoi. Ils disent une cuillère, quoi. Enfin ils disent une cuillère donc dans leur dialecte. Et ça peut effectivement être, c'est dur un petit peu au début, mais ce que tu gagnes derrière en étant cette ovni, j'ai envie de dire, cette personne totalement différente des autres et qui se donne du mal pour parler la langue, c'est énorme. C'est énorme, les opportunités elles sont énormes. Voilà. Moi je me dis, tiens, si là j'ai réfléchi, je me dis tiens, si j'ouvrirais un restaurant donc à Gouyen, ça pourrait faire un carton tout simplement parce que ça serait moi, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Après c'est très important aussi de voir que à Gouyen, par contre, on n'a pas d'école internationale. On n'a pas d'école internationale, donc en relation du moins avec le ministère de l'Éducation nationale française. Là, ça peut être problématique. À Gouyen, on n'a pas non plus, comment ça s'appelle? On n'a pas non plus donc des très bons hôpitaux, on va dire. Donc là, ça peut être un problème aussi par rapport à ce que tu me dis dans ton message, bien évidemment. Pardon. Mais si tu peux, pourquoi pas jongler entre deux villes? Ça peut être aussi une bonne idée. Par exemple, tu te mets à Canton, donc avec ta famille à Canton, les enfants scolarisés à Canton, mais toi tu vas vivre par exemple dans une ville un tout petit peu plus petite à proximité de Canton, ça fera toute la différence. Ou bien alors à Shanghai, et toi tu vas vivre, je sais pas moi, à Nankin. À Nankin, bon, on a beaucoup d'étrangers aussi, mais c'est un exemple, etc., etc. La famille, elle est scolarisée donc dans une ville, et toi tu travailles par exemple à 1 ou 2 heures de route de là. Ça peut faire toute la différence aussi et garder cette logique et ce point fort un petit peu que j'ai évoqué dans ce podcast aujourd'hui. Après, bon, bien évidemment, du coup, tu auras 2 heures de route pour aller au boulot tous les jours, mais il faut voir effectivement ce que tu veux. Il faut voir aussi après on va dire ce que tu souhaites gagner comme salaire et si tu veux effectivement te casser la tête à trouver un job à Shenzhen ou bien alors à Shanghai ou à Pékin, ou bien alors si tu veux tout simplement aller sur la solution de facilité et la plus rentable économiquement parlant, donc de travailler en étant la perle rare. Voilà. Donc là après c'est à toi de peser les pour et les contre et tout ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours une question de compromis. Donc pour tous les points évoqués dans cette question, que ce soit le logement, que ce soit l'alimentaire, que ce soit les enfants, l'éducation, l'assurance, etc. C'est toujours une question de voir toi après bien où est ton juste milieu et qu'est-ce qui te conviendrait le mieux en fonction de toutes ces informations, tous ces points que je viens donc d'évoquer. J'espère que ça répond bien à ta question, Sébastien. Et tu m'en diras des nouvelles, n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube, sur n'importe quoi. Et puis on pourra continuer à en discuter. C'est une question géniale, je trouve. C'est une question très pertinente parce qu'elle s'applique aussi pour moi et c'est difficile. On se la pose aussi avec les deux gamins là, en se disant tiens, est-ce qu'on reste à Gouyen ou pas? Enfin la réponse ça sera d'ailleurs probablement non. Pour notamment l'école internationale, on irait plus vers Canton. Mais si je dois faire un business et ouvrir un restaurant, du coup je le ferai sûrement à
Guiyang. Et effectivement, pour jongler entre les deux, il faudra que je fasse 4 heures de TGV entre l'un et l'autre. Par exemple, rentrer de temps en temps à Guiyang pour voir le business, et puis ou pendant les vacances gérer le business et essayer de laisser tourner quand l'enfant est scolarisé. Enfin bon, voir comment on peut juger entre les deux, entre tous les avantages que l'on a d'être étranger qui parle chinois en Chine et tous les inconvénients c'est pas un inconvénient, mais toutes les difficultés qui peuvent être générées notamment par la gestion d'une famille, par l'éducation, par la qualité des soins, etc. Voilà. Alors ça fait un moment que je parle, donc je vais m'arrêter là, mais j'espère que ça répond donc à la question. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur du-chinois.com/questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast, je vous le dis à chaque fois, mais bon, vous m'envoyez pas forcément des questions, donc allez-y maintenant, ouvrez votre navigateur web, tapez du-chinois.com/questions, question au singulier, et puis posez-moi une question, la question qui vous tient le plus à cœur, ça peut Rivopette, et réagissez aux questions, enfin aux réponses que je donne. On se retrouve dans l'épisode prochain, je sais plus ce sera le combien, 47 je crois, et en attendant, on garde l'esprit ouvert et on tue les préjugés comme d'habitude. Bye bye.